Voilà, c'est partagé. C'est bon comme ça? Oui, c'est très bien. C'est visible? Oui, c'est très visible. Donc, salam alaikum. Bonsoir à tous. Donc, je remercie tout d'abord le Club Scientifique Nord qui organise ces sessions de révision et j'espère que ça va être bénéfique pour vous. Aujourd'hui, on va essayer de faire des cas cliniques et des QCM. Des cas cliniques et des QCM. Ça va faire. Donc, c'est impossible, je vous dis d'emblée que c'est impossible de faire ça en une seule séance, puisqu'au total, j'ai collecté environ 210 QCM que j'ai corrigés. C'est des cas cliniques et des QCM isolés. Alors, les sources de ces QCM, c'est toutes les questions, tous les QCM et les cas cliniques de cardio sur les 10 dernières années, 2012 à 2021, du résidanat d'Alger et de Constantine. On a également quelques QCM que j'ai pu collecter du résidanat des autres facultés. On a les principaux QCM des principaux cours de l'externat 2019 à 2021. Et puis, il y a également quelques QCM sur d'autres sources. Alors, d'emblée, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, je vais poser à chaque fois le QCM, la question. Je vais répondre, je vais commenter, je vais expliquer. Et si vous n'êtes pas d'accord, si quelqu'un n'est pas d'accord, ou bien si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. D'accord? On commence? Monsieur, quelqu'un vous dit qu'il n'entend pas bien. Bon, est-ce que c'est tout le monde qui n'entend pas bien ou là c'est lui? Je pense que le problème est puisqu'un autre a dit qu'il entend bien. Alors, docteur, continuez, s'il vous plaît. Donc on continue. Donc, Belek, c'est la connexion. Ando, là, je ne sais pas. Oui, peut-être. Donc, on va commencer sur les questions posées sur le test de résidanat de Constantine de 2021. Alors, la première question, le diagnostic de péricardite. Alors, maintenant, je chauffe l'air parce qu'il y a cette fenêtre qui sort chaque fois. Le diagnostic de péricardite aiguë est évoqué devant une douleur rétrosternale accentuée à l'inspiration, une douleur thoracique rétrosternale accentuée à l'expiration, à l'ECG, un bas voltage, un sus-décalage du segment ST diffus sans image en miroir, à l'ECG, un bas voltage, un sus-décalage du segment ST diffus avec image en miroir, et E, un souffle endapexie. C'est la première question sur la péricardite. Alors, la réponse, quelle est la réponse? Donc, la réponse, c'est A et C. Donc, c'est la douleur rétrosternale accentuée à l'inspiration et le CG bas voltage sur ce décalage du ST sans image en miroir. Les autres, c'est des propositions fausses. Alors, pourquoi? Parce que, un petit commentaire sur la péricardite. Vous savez que la péricardite, le diagnostic est basé sur 4 critères. Quand on a 2 critères parmi 4, le diagnostic est retenu. Donc, on a 4. Si on a 2, le diagnostic est retenu. Les 4 critères sont 1. Vous avez la douleur thoracique qui est d'allure péricarditique. Alors, la douleur de péricardite est une douleur rétrosternale ou irradiation large qui est accentuée par la toux, l'inspiration et le décubitus. Donc, ça modifie avec la respiration. Donc, accentuée par la toux, l'inspiration et le décubitus, elle est soulagée par l'expiration et la position assise penchée en avant. C'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est l'existence d'un frottement péricardique. Les 2 critères, c'est des critères cliniques. Le troisième critère, c'est un critère électrique, à l'ECG. C'est le sus-décalage concave diffus, sans image en miroir et sans onde Q de nécrose, ou bien un sous-décalage du segment PQ. Voilà, c'est le troisième critère. Le quatrième critère, c'est l'existence d'un épanchement à l'échocardiographie. Donc, si on a 2 parmi les 4, le diagnostic est retenu. Et le diagnostic est évoqué devant une douleur rétrosternale accentuée à l'inspiration, donc c'est juste,
A. Une douleur thoracique rétrosternale accentuée à l'expiration, faux, elle est soulagée par l'expiration, la position assise penchée en avant. À l'ECG, un bas voltage, ça évoque l'épanchement important. Un sus-décalage diffus sans image au miroir, c'est juste. À l'ECG, un bas voltage et un sus-décalage ST diffus avec image au miroir. Quand on a une image au miroir, ça évoque l'IDM, le STEMI. Et vous avez le souffle endapexien, ma cache un souffle, il y a un frottement. Alors ça, c'est la première question. La deuxième question, le traitement de reperfusion de l'IDM est indiqué dans, alors proposition 1, IDM avec sus-décalage ST persistant. Deuxième proposition, IDM sans sus-décalage du ST. Troisième proposition, longueur instable. Quatrième proposition, un délai inférieur à 12 heures du début de la douleur. Et cinquième question, un délai qui dépasse les 48 heures du début de la douleur. Alors c'est une question assez facile. Qui m'a la première? Une question, on va dire facile. La réponse, c'est A et D. Donc le traitement de reperfusion dans l'IDM est indiqué selon deux critères. Il y a deux critères pour la reperfusion. Premièrement, il faut que ce soit un STEMI. C'est un IDM avec sus-décalage. Ça, c'est le premier critère. On ne thrombolise ou là, on ne reperfuse jamais un non-STEMI. Donc, IDM avec sus-décalage, persistant du segment ST. C'est le premier critère. Alors, l'IDM sans sus-décalage ou la longueur instable, ce n'est pas des indications à la reperfusion. Et le deuxième critère de reperfusion, c'est toujours un critère de délai. La reperfusion est indiquée obligatoirement quand le malade il vient dans les 12 premières heures du début contre-indiqué. C'est formellement contre-indiqué. Et là aussi, BC, c'est contre-indiqué. Donc la réponse est AD. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est clair? Il n'y a pas de question. On passe à la troisième question. Les complications fréquentes et habituelles. Oui. Ah, c'est clair. C'est Aline. Constantin, c'est Aline. Les complications fréquentes et habituelles observées dans le rétrécissement mitral pur et serré sont. Alors, les complications fréquentes et habituelles observées dans le rétrécissement mitral pur et serré sont 1. Tachycardie ventriculaire. 2. Fibrillation, CFA. C. Accident thromboembolique. D. Dilatation auriculaire. Et E. Hypertrophie ventriculaire gauche. Alors, les réponses, c'est B, C et D. Alors, pourquoi le RM pur et serré? Alors, c'est dit pur. Mais chez Kolik, c'est isolé. Il n'y a pas une insuffisance mitrale associée ou là, une autre valvulopathie. Pur et serré. Alors, quand le RM est pur, isolé, il va dilater l'oreillette gauche. Ensuite, il va retentir sur la vascularisation pulmonaire. On aura une hypervascularisation et donc une tendance à faire des OAP. Alors, la tachycardie ventriculaire, c'est faux parce que la TV, c'est une complication quand le VG est atteint. Les hémicounes, un ventricule gauche qui est atteint, par exemple au cours de l'infarctus du myocarde, l'IDM, ou là au cours d'une insuffisance mitrale. L'insuffisance mitrale, elle va dilater le VG, elle peut donner des troubles du rythme ventriculaire, mais le ventricule gauche, dans le RM, il n'est pas atteint. B, fibrillation auriculaire, oui, parce que l'oreillette gauche est dilatée, c'est l'une des principales complications. L'accident thromboembolique, oui, parce que la CFA et la dilatation de l'oreillette gauche favorisent les accidents thromboemboliques. D, on a vu ça, c'est la dilatation de l'oreillette gauche. Et E, hypertrophie ventriculaire gauche, non, parce que le VG dans le RM pur, isolé, est indemne de lésion. Donc les réponses fausses, c'est A et E. Les réponses justes, c'est B, C et D. Alors on passe aux questions qui ont été posées. C'est clair. Donc on passe aux questions qui ont été posées sur le test de Résidana de Tlemcen 2021. Alors sur la radiographie thoracique de face, une insuffisance ventriculaire gauche n'est pas indiquée, une insuffisance ventriculaire gauche n'est pas indiquée devant. Donc la réponse fausse, cherche, n'est pas évoquée. A, redistribution de la vascularisation vers les sommets. 2, arc inférieur gauche saillant. 3, C, indice cardiothoracique supérieur à 0,6. D, image floconneuses périhilaire. E,
diminution de la vascularisation pulmonaire. Alors, quelle est la réponse fausse? Mais quelles sont les réponses fausses parmi elles? Comme tu vois, ce qui coche Hanaya, ce n'est pas juste. Donc, quelles sont ou quelle est la réponse fausse? Alors, la réponse fausse, c'est E. Alors, l'insuffisance ventriculaire gauche, l'IVG, elle va dilater le ventricule gauche. Elle va dilater le ventricule gauche. Elle va donner une cardiomégalie, donc l'indice cardiothoracique supérieur à 0,6. Quand la dilatation du ventricule gauche, l'insuffisance ventriculaire gauche, elle va donner un arc inférieur gauche allongé, saillant, avec une pointe sous-diaphragmatique. Donc P, c'est juste. Elle va donner une hypervascularisation. Parce que quand le ventricule gauche est défaillant, insuffisance ventriculaire gauche, les pressions vont monter sur le ventricule. Ensuite, l'oreillette gauche. Ensuite, la circulation pulmonaire. Alors, le premier signe d'une hypervascularisation pulmonaire, c'est la redistribution de la vascularisation vers les sommets. Parce que les sommets sont mieux aérés, il y a plus d'oxygène. Donc, on va chercher l'oxygène. Le premier signe d'hypervascularisation, c'est la redistribution vasculaire vers les sommets. Ensuite, ça va donner des signes d'œdème interstitiel, ligne de Kerley, scissurite, image réticulonodulaire. Ensuite, quand l'œdème est alvéolaire, il me donne les images floconneuses périhilaires. Alors, eux, c'est vraiment la réponse fausse, diminution, parce qu'au contraire, il y a une augmentation de la vascularisation pulmonaire. Alors, la deuxième question, l'auscultation du RM en rythme sinusal. Il y a plusieurs réponses justes. L'auscultation du RM en rythme sinusal, rétrécissement mitral en rythme sinusal, permet d'entendre A, éclat de B1, B, un clic micro-télésystolique, C, un roulement diastolique, D, un renforcement présystolique du roulement, et E, le souffle d'insuffisance tricuspidienne. Alors, quelles sont les réponses justes? Donc, chacun de vous, il dit une petite réponse faire assaut, et on aura la réponse juste. Allô? S'il vous plaît. Vous entendez? C'est clair, Yahi? Quelqu'un a répondu C. 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 Les autres, s'il vous plaît, vous participez. Un autre ABC. A, B, C. OK. Quelqu'un d'autre? On va prendre 3. AC. AD. AB. AB. Donc, pour le moment, personne n'a répondu à la question. ACD. ACD. Je connais ACD. Hada, il a trouvé. Manel Boudaoudi. Manel Boudaoudi, elle a très bien répondu à la question. Alors, la réponse, c'est ACD. Pourquoi? Parce que dans le RM, en rythme sinusal, c'est très important. Pourquoi ils ont dit en rythme sinusal? C'est une question un peu plus difficile que les autres. Alors, le RM, on a la triade de Durozier. Claquement d'ouverture en diastole. Quand la valve s'ouvre, elle va donner un claquement d'ouverture. On va dire le roulement diastolique avec 2 renforcements. Roulement diastolique fait le renforcement protodiastolique. Le premier, c'est le remplissage rapide. Ensuite, un deuxième renforcement en fin de diastole, c'est le renforcement télédiastolique ou le renforcement présystolique, c'est au moment de la contraction de l'oreillette. Donc, on a 2 renforcements, proto et télédiastolique ou la présystolique. C'est les 2 remplissages, remplissage rapide et le remplissage actif. Et on a l'éclat de B1, parce que la valve, elle est épaisse. Quand elle s'ouvre, dire un claquement, et quand elle se ferme, dire un éclat. Donc, A, éclat, c'est juste. Un clic micro-télésystolique, il existe dans l'insuffisance mitrale par ballonisation, méso ou la télésystolique. Le clic, il existe uniquement dans les fuites mitrales. Alors, C, c'est roulement, c'est juste. Donc, A, c'est juste. Un renforcement présystolique, c'est juste. Ou c'est juste parce qu'il est en rythme sinusal. Alors, ça aurait été un peu plus difficile, ou un rétrécissement mitral, l'auscultation d'un RM, et ça a été posé, je pense, dans les années précédentes, le résident d'Alger, en ACFA. S'il a dit en fibrillation. Permet d'entendre. En fibrillation, il n'y a pas de contraction. Donc, il n'y a pas de remplissage actif. Donc, le renforcement présystolique disparaît. Mais qu'est-ce qu'un remplissage actif? Il n'y a pas de remplissage actif. Donc, il n'y a pas de renforcement présystolique, parce que le renforcement présystolique,
c'est au moment de la contraction, c'est le remplissage actif. Donc, il disparaît. Donc, le renforcement va disparaître si le malade il est en ACF. Donc, le souffle d'insuffisance tricuspidienne, ça n'a rien à voir avec le rétrécissement. Bon, le RM, quand il est évolué, etc., quand il est très évolué, il dilate le ventricule droit, et quand il dilate le ventricule droit, il peut donner le souffle d'insuffisance tricuspidienne, mais c'est un signe vraiment très tardif. Donc, les réponses justes, c'est A, C et D. On va passer à la prochaine question. Concernant l'insuffisance aortique chronique. L'insuffisance aortique chronique. A, elle est le plus souvent d'origine rhumatismale. B, elle est habituellement d'origine syphilitique lorsque le B2 est aboli au foyer aortique. Elle entraîne un angor plutôt nocturne que diurne. D, se complique fréquemment d'une fibrillation auriculaire. E, se traduit d'abord par une HVG diastolique, puis systolique sur l'ECG. Mais il y a également chacun qui a la réponse. Est-ce que on aura le... Est-ce qu'on aura... أنا هي اللي نقدر نشوف. Bon. ABDE, il y a ACE. ABDE Et ACE. ACE. شكون هدى؟ هدى إبا bravo. Elle a répondu à la question. ACE aussi. Vous pouvez ouvrir vos micros. ACE. Pour ACE. les- Donc la réponse, c'est A, C et E. Alors concernant l'insuffisance aortique, on va expliquer rapidement. Elle est le plus souvent d'origine rhumatismale. C'est juste, chez nous, dans les pays en voie de développement, le RAA est la première étiologie de toutes les valvulopathies. Retenez-la, ce n'est pas uniquement l'insuffisance aortique. L'insuffisance aortique, le rétrécissement mitral et l'insuffisance mitrale. Bon, à part le rétrécissement aortique, qui est surtout dégénératif, même chez nous, c'est beaucoup plus dégénératif. Mais sinon, l'IM, le RM, c'est presque toujours le RAA. L'IM, c'est la première étiologie. L'insuffisance aortique également, c'est la première étiologie. Le rétrécissement, c'est le rhumatismal chez le sujet jeune et dégénératif chez le sujet âgé. Donc, c'est d'origine rhumatismale. Mais Hadi, elle est complètement fausse si vous posez cette question dans les pays développés. L'insuffisance aortique, elle est surtout dystrophique par atteinte du tissu élastique, comme la maladie de Marfan, etc., l'anévrisme de l'aorte, dans les pays développés. Donc, A, c'est juste. Elle est habituellement d'origine syphilitique lorsque le B2 est aboli. Elle est complètement, c'est faux. Le B2 est aboli, le foyer aortique, c'est le seul signe d'un rétrécissement aortique serré. C'est le meilleur et le seul signe auscultatoire d'un rétrécissement aortique serré quand le B2 est aboli. Entraîne un angor plutôt nocturne que diurne. C'est juste. C'est une proposition difficile, je suis là, mais c'est juste. Pourquoi? Parce que dans l'insuffisance aortique, alors, contrairement au rétrécissement, le rétrécissement aortique, il y a un angor. Mais généralement, c'est un angor d'effort, parce que dans le rétrécissement, c'est un obstacle à l'éjection. Alors, c'est un obstacle à l'éjection. Donc, au moment où le malade va faire des efforts, quel est l'obstacle à l'éjection? Le débit à l'effort va diminuer, il va donner un angor d'effort. Alors que dans l'insuffisance aortique, qu'est-ce qui se passe? La pression diastolique chute et la pression systolique augmente. Donc, on a un élargissement de la différentielle. Et comme c'est au moment de la diastole qu'il y a la vascularisation des coronaires, donc le débit coronaire, c'est surtout en diastole. Donc il y aura une chute de la pression diastolique, donc une diminution de la vascularisation, même lorsque le malade il est au repos. C'est pour ça que c'est beaucoup plus, c'est un angor au repos, nocturne, plus que diurne aux efforts. Voilà la proposition, elle est juste. Elle se complique fréquemment d'une FA. Alors, elle se complique fréquemment d'une FA, faux. Elle peut se compliquer d'une fibrillation ou les juste. Elle peut, parce qu'une insuffisance aortique, elle va dilater le VG. Ensuite, par la suite, si on va la laisser, les pressions vont monter en amont, elle va dilater l'oreille gauche et elle peut donner une FA, mais c'est tardif. La FA dans les valvulopathies aortiques, elles sont tardives parce que les mycoses d'abord un retentissement sur le ventricule gauche
Ensuite, il y aura un retentissement sur l'oreillette. Donc, c'est pour ça que c'est moins fréquent par rapport aux valvulopathie mitrale. Le RM ou l'LIM, c'est directement, il y a une dilatation de l'oreillette et directement, il y a des fibrillations. Alors, elle se traduit d'abord par une HVG diastolique, c'est juste, parce que c'est une HVG par surcharge de volume. Ensuite, comme le ventricule gauche, il va éjecter bzef, il y a une hyperpulsatilité, il y aura par la suite une HVG mixte, systolique et diastolique, par la suite. Hein. Donc, au début, c'est une HVG diastolique. Donc, E, c'est juste. Est-ce que c'est clair? Vous pouvez répéter les propositions C et E. OK. Bon, pour les propositions C. Pour la proposition C, comme dans le rétrécissement aortique et dans l'insuffisance aortique, il y a de l'angor. Physique, il y a de l'angor parce qu'il y a une diminution de la perfusion des coronaires. Mais le mécanisme tahum, comment il se fait la diminution de la perfusion des coronaires? Le rétrécissement aortique, il y a un obstacle, le rétrécissement. Il y a un obstacle à l'éjection. Donc, comme il y a un obstacle à l'éjection, c'est beaucoup plus à l'effort. Parce que c'est à l'effort qu'il faut augmenter le débit. Et comme il y a un obstacle, au moment où le malade va faire des efforts, qu'il y a un obstacle sur la valve, le débit ne va pas augmenter, le malade il aura un engorge d'effort. D'autant plus que le rétrécissement, c'est des sujets âgés, endométriose, etc. Donc c'est un engorge plutôt d'effort, diurne, le rétrécissement. Alors que dans l'insuffisance aortique, le mécanisme de l'engorge, c'est quoi? L'insuffisance aortique, alors en diastole, il y a un reflux du sang de l'aorte vers le VG. Donc la pression diastolique, il y aura une diminution de la pression diastolique et une augmentation de la pression systolique. C'est pour ça qu'il y a un élargissement de la différentielle. Et comme la perfusion des coronaires, elle se fait en diastole. Donc, la perfusion des coronaires, elle diminue, même si le malade ne fait pas des efforts, même il est au repos, parce que c'est la pression diastolique qui a chuté. Donc, on aura fréquemment une tendance à l'engorge plus au repos qu'aux efforts. OK? Parce qu'aux efforts, mais cache un obstacle. Le malade, il derrière l'effort, le VG, il va éjecter plus. Donc, c'est beaucoup plus un engorge de repos nocturne. Pseudo nocturne, c'est de repos. Repos nocturne par diminution de la perfusion des coronaires, par diminution de la pression diastolique, qu'un engorge diurne d'effort. Alors, la proposition E se traduit par une HVG diastolique, ensuite systolique. Donc, au début, il y a une surcharge de volume, le ventricule gauche. Comme la surcharge est de volume, le ventricule gauche il sera dilaté, on aura une HVG diastolique au début. Ensuite, comme le VG est dilaté, il y a une surcharge de volume. Selon la loi de Frank-Starling, plus le VG est dilaté, plus il va éjecter plus. Et comme il va éjecter plus, il va développer sa force contractive. Il est dilaté, il va éjecter plus. Et comme il va éjecter plus, il va développer sa force contractive, on aura une tendance à une hypertrophie dilatation par la suite. Hein. Et cette hypertrophie dilatation, on peut mettre le clash VG mixte, systolo-diastolique ou systolique par la suite. Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas est-ce que c'est clair ou là c'est pas clair. Oui, c'est clair. OK. Bon, à demain, on va passer au test du résident Oran 2021. 2021. Alors, quels sont, parmi ces propositions, les critères majeurs de Duc? Critères majeurs de Duc, flambocardique. Alors, A, fièvre supérieure à 38. B, sérologie positive à un gène responsable d'endocardite. C, hémoculture positive. D, toxicomanie. E, atteinte de l'endocarde, végétation périvalvulaire. Alors, répondez à la question, les critères majeurs de Duc. C'est E. C'est E. Vous êtes tous d'accord? C'est E. BE. BE. BCE. BCE. Voilà. BCE. Alors, les canaux BCE, celui qui a dit B, il m'explique. Pourquoi c'est B? Pourquoi B c'est juste? Parce que la réponse c'est CE. Wesh BCE. La réponse c'est CE. Alors, je vais vous expliquer pour ne pas perdre trop de temps. Je vois. Les critères majeurs. Il y a deux critères majeurs. A. Le premier critère, c'est le critère bactériologique. Hémoculture positive.
لازم يكونوا deux hémocultures positives à un germe spécifique. Quand ce n'est pas un germe spécifique, mouche staph, mouche strepto, mouche entérocoque, etc., لازم deux hémocultures à plus de 12 heures d'intervalle ou là plus de 2, 3, 4, etc. Donc deux hémocultures à un germe spécifique. Si ce n'est pas un germe spécifique connu être responsable d'endocardique, لازم soit deux hémocultures mais à plus de 12 heures d'intervalle ou là plus de 2. C'est le premier critère bactériologique. Toujours le critère bactériologique, il y a un germe spécial. Hein. C'est Coxiella burnetii. Coxiella burnetii, c'est un germe intracellulaire qui fait une seule sérologie positive. On a une seule hémoculture positive quand c'est Coxiella burnetii. C'est un cas particulier. Deuxième critère majeur, c'est l'atteinte de l'endocarde. Bléco, végétation, anévrisme, fuite, faux anévrisme, etc., désinsertion, etc. Ou là, toujours l'atteinte de l'endocarde, scanner. On a mis en évidence un abcès scanner, par exemple. Ou là, le PET scan, une hyperfixation du PET scan, ou à la scintigraphie au leucocyte marqué. Donc, C et E, c'est juste. D, toxicomanie, c'est la prédisposition. C'est un critère mineur. La fièvre, c'est un critère mineur. Il y a 5 critères mineurs. Vous avez la fièvre, la prédisposition, qui est la toxicomanie, les valvulaires, etc. Vous avez les critères immunologiques, qui est le faux panari d'Osler, la lésion de Janeway, le bilan immunologique perturbé, etc. Vous avez les phénomènes emboliques, par exemple une embolie cérébrale avec un AVC, c'est une embolie rénale, etc. Donc phénomène immunologique, phénomène embolique, la fièvre, prédisposition, et vous avez les hémocultures qui ne répondent pas aux critères. Et là, il y a quelqu'un qui قاري مليح مليح قادر يبدا يتفلسف شويه parce qu'on appelle ça تفلسف شويه تقول une sérologie positive à un germe responsable يقصدوا به بالك كوكسيلا. Donc si c'est Coxiella burnetii, une seule sérologie positive تكفي. صح هذه بيت ولا juste. Mais il y a une sérologie positive à un germe, il n'a pas été spécifié, responsable d'endocardite, c'est faux. Ce n'est pas les sérologies. L'asthme, une seule sérologie positive, mais à Coxiella burnetii, les critères majeurs. Si c'est Coxiella, une seule hémoculture positive ou une seule sérologie positive, t'écris. Mais pour les autres, l'asthme, deux hémocultures, et pas des sérologies, deux hémocultures. Est-ce que c'est clair? Je pense que c'est clair. Bon, la deuxième question, toujours le test d'Oran. Quelles sont parmi les propositions, ces propositions, les signes cliniques en faveur d'une embolie pulmonaire? C'est simple, c'est facile. Quelles sont parmi ces propositions les signes cliniques en faveur d'une embolie? Alors, A, tachypnée, B, douleur thoracique constrictive, C, hémoptysie, D, insuffisance cardiaque droite, E, insuffisance cardiaque gauche. Alors, les propositions, ABD, pardon, ABCE, AB, ABCD, ABCD, ABD et ABCD. AB. Mazal, j'ai pas la réponse juste. Mazal. Alors, la réponse juste, c'est c'est A, C, D. Alors, tachypnée et polypnée, l'un des principaux signes. Vous avez dans l'embolie, vous avez douleur et vous avez la dyspnée. Dyspnée, polypnée, tachypnée, etc. C'est l'un des principaux signes à la douleur thoracique. Mais généralement, c'est une douleur thoracique à type de point de côté, qui est constrictive ou les cardiopathies ischémiques, l'angor, les syndromes coronariens, etc. Une embolie pulmonaire, c'est juste. Parce qu'il y a une douleur constrictive, elle peut, mais c'est l'exception. Elle peut faire partie des critères, des signes. Une embolie pulmonaire, elle peut dilater le VD et l'insuffisance cardiaque droite. C'est pour ça que D, c'est juste. Ça n'a rien à voir avec l'insuffisance cardiaque gauche. Le ventricule gauche est normal. Donc, elle peut donner l'insuffisance cardiaque droite. Et comme le VD est dilaté, une ischémie du VD. Et ça peut entraîner l'ischémie du VD, une douleur thoracique constrictive, mais c'est rare. C'est vraiment rare. Donc, les signes cliniques en faveur, une douleur thoracique, mais à type de point de côté, latéral, qui met la douleur pleurale. C'est comme une douleur pleurale. Donc, tachypnée juste.
Hémoptysie, juste. L'hémoptysie, c'est un signe tardif. Au moment où il sera l'infarctus pulmonaire, c'est un signe vraiment tardif. Après généralement une semaine, 10 jours, une fois que sera l'infarctus pulmonaire, le sang, il est expectoré, donc il est rejeté sous forme d'une hémoptysie. Vous avez l'insuffisance cardiaque droite, alors que le cœur gauche, il est normal. Donc, il n'y a pas d'insuffisance cardiaque gauche. Toujours, sur le test de résident Doran 2021, quel est le signe auscultatoire en faveur d'un rétrécissement aortique serré? Quel est le signe auscultatoire en faveur d'un rétrécissement aortique serré? Intensité du souffle supérieure à 3/6. Irradiation aux carotides. Abolition du B2. Irradiation aux autres foyers. Renforcement lors des diastoles longues. Donc, quels sont les... Bon, c'est une question très facile. La réponse, c'est... La réponse, c'est... Donc, la réponse... Voilà. Très bien, la réponse, c'est... La réponse est C. Bon, intensité du souffle. Retenez une chose, c'est que l'intensité du souffle, elle n'est jamais un critère de sévérité pour les valvulaires, quelle que soit la valvulopathie. Ça n'a rien à voir, l'intensité du souffle, avec la sévérité de la valvulopathie, que ce soit rétrécissement ou l'insuffisance. Alors, irradiation aux carotides, n'importe quel souffle du rétrécissement, il est radié aux carotides, rétrécissement aortique. Irradiation aux autres foyers, non, il est radié aux carotides. Renforcement lors des diastoles longues. Tous les souffles gauches se renforcent après des diastoles longues parce que une diastole longue, le remplissage du ventricule gauche, il sera bien rempli. Comme il sera bien rempli, il va éjecter bien et donc il va augmenter l'intensité du souffle. Donc il va y avoir un renforcement du souffle lors des diastoles longues. Mais ça n'a rien à voir avec le caractère serré. Il est serré, le seul critère serré, c'est quand le B2 est aboli au foyer aortique. Alors l'autre question, quelles sont parmi ces propositions les critères de succès de la revascularisation par thrombolyse? A. Disparition de la douleur thoracique. B. Décroissance du sus-décalage ST supérieur à 30%. C. Décroissance du sus-décalage ST supérieur à 50%. D. Rythme idioventriculaire accéléré. Et E. Tachycardie ventriculaire. Alors, quelles sont les propositions? ACD et AC. ACD, AC. Alors, ACD, je connais très bien ACD. Bon, ACD, Rida, je connais. Abir. Alors, bravo. Les deux, comme j'ai beau le... Donc, la réponse juste, c'est ACD. Alors, les critères de succès de la revascularisation, il y a 3 critères. Retenez qu'il y a 3 critères de succès de la thrombolyse. Le premier critère, c'est un critère clinique. Deuxième critère, c'est un critère électrique. Et troisième critère, c'est un critère biologique. Alors, le premier critère clinique, c'est la disparition de la douleur ou une nette régression. Parfois, la douleur est zitchouya, il y a une exacerbation, en bas, il y a une disparition de la douleur. Donc, c'est le premier critère, A. Le deuxième critère, c'est les critères électriques. Alors, les critères électriques, il y a 2 choses. Il faut une décroissance du ST de plus de 50%. Par exemple, il y avait un sus-décalage de 7 ou de 8, l'asmia est inférieur à 3,5 ou inférieur à 4 mm. Il faut que ça diminue de plus de moitié. Décroissance du sus-décalage de plus de moitié. Et ça, c'est le principal critère. Sur le plan pratique, c'est la disparition de la douleur avec la diminution du sus-décalage de plus de 50%. Et vous avez toujours, les critères à l'ECG, l'apparition de certains troubles du rythme bénin. Alors, les 2 troubles du rythme bénin, c'est les extrasystoles ventriculaires, qui تشوفوا في l'ECG بلي المرض fait des extrasystoles, ou là ce qu'on appelle le rythme idioventriculaire accéléré. C'est quoi le rythme idioventriculaire accéléré? C'est qu'il y a une tachycardie ventriculaire, mais c'est lent. C'est une TV lente. Donc, c'est un rythme idioventriculaire, c'est le ventricule gauche qui va donner l'impulsion. Rythme تاعو يمدك des QRS, mais il est lent, accéléré, mais chouïa. Mais la fréquence qui m'a la TV à 180 ou là à 200, aux alentours de 120, 110, 120, 130. On appelle ça le rythme idioventriculaire accéléré. Le CG, je trouve qu'il y a une succession d'extrasystoles sans onde P et la fréquence aux alentours de 120, 130. C'est ce qu'on appelle RIVA. C'est l'abréviation TAO, ce qu'on appelle le salve de RIVA, rythme idioventriculaire accéléré.
Donc ça également, c'est un critère. Si vous avez RIVA avec disparition de la douleur ou la diminution de pulse. Alors, tachycardie ventriculaire, non. C'est un critère majeur, c'est un critère de mauvais pronostic. Je dis comme une tachycardie ventriculaire, c'est un critère de mauvais pronostic. Donc, les réponses sont A, C et D. Alors, le cas clinique, c'est clair. On commence le cas clinique qui a été posé, test de Constantine 2019. Alors, Madame MC, 67 ans, diabétique mal équilibrée, se présente pour un essoufflement. Elle était suivie pendant quelques années pour ce problème, mais elle a interrompu tout suivi cardiologique depuis 3 ans. Donc, elle se présente pour un essoufflement dyspnée. Elle a interrompu tout suivi depuis 3 ans. La patiente signale une aggravation progressive de l'essoufflement, avec apparition d'une dyspnée de repos depuis 8 jours. Alors, l'examen clinique va retrouver une apyrexie, la pression artérielle à 165-90, saturation à 93, fréquence expiratoire à 22, un pouls rapide irrégulier à 160, des œdèmes malléolaires symétriques indolores prenant le godet. À l'auscultation, on note un souffle systolique à l'apex de 6e, un éclat de B2 au foyer pulmonaire et des crépitants aux bases pulmonaires. Alors, l'ECG retrouve un rythme rapide et régulier à 160 par minute sans onde P. Alors, quel diagnostic évoquez-vous? Décompensation cardiaque gauche isolée, décompensation cardiaque globale, tachycardie, décompensation cardiaque gauche isolée plus tachycardie, embolie pulmonaire grave. Alors, quels sont les diagnostics à évoquer? Alors, ici, c'est une question qui est facile normalement. Il y a BC et B. BC, ok, 2 BC. Alors, très bien, c'est BC. Le diagnostic qu'on va évoquer, c'est la réponse, c'est BC. Alors, décompensation cardiaque gauche isolée, c'est faux. Le malade, il présente des reins crépitants ou les œdèmes des membres inférieurs. Il y a des œdèmes. Vous savez que quand on parle de signe d'insuffisance cardiaque, la présence d'un seul signe à droite ou à gauche, ça suffit. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir tous les signes, turgescence, reflux, les œdèmes, l'acide, etc. Donc, vous avez des œdèmes, c'est un signe d'insuffisance cardiaque droite. Et vous avez les reins crépitants avec la dyspnée de repos, c'est les signes d'insuffisance cardiaque gauche. Donc, c'est une décompensation cardiaque globale. Et à l'ECG, qui est un rythme rapide et régulier sans onde P. Ça, c'est une tachy ACFA. ACFA, c'est une tachy parce que le rythme, ça dépasse 100. C'est 160. C'est une tachy ACFA. Donc, il y a des décompensations gauche isolées, c'est faux, plus tachy ACFA. Embolie, non, bien sûr. Décompensation cardiaque globale, plus tachy ACFA. Au téléthorax, quelle anomalie vous attendez? Quelles anomalies attendez-vous? Alors, A, cardiomégalie, B, hypovascularisation pulmonaire. Donc, c'est un malade en décompensation cardiaque globale. Hypovascularisation pulmonaire, ligne B de Kerley, épanchement pleural de petite abondance et ligne A de Kerley. Alors, quelles sont les anomalies auxquelles il faut s'attendre? AC, ACD. ACD, ACD. Alors, très bien, la réponse, c'est ACD. Alors, cardiomégalie, oui. Donc, il y a une décompensation cardiaque globale, surtout à gauche. Donc, ça va dilater et les cavités gauches et les cavités droites, mais surtout les cavités gauches. Donc, on s'attend à une cardiomégalie. Ou le malade, il est en ACFA, donc sûrement l'oreillette gauche, elle est dilatée. Hypovascularisation, non, au contraire. Qui connaît l'insuffisance cardiaque gauche, il y a une hypervascularisation avec apparition de ligne B de Kerley. Alors, la ligne B de Kerley, c'est un signe d'œdème interstitiel. Donc, je vous ai dit, le téléthorax dans l'insuffisance cardiaque gauche. Le premier signe, c'est la redistribution vasculaire vers les sommets. Ensuite, les signes d'œdème interstitiel, ligne B de Kerley, scissurée ou les images réticulonodulaires. Et enfin, c'est l'apparition de l'œdème alvéolaire, les opacités floconneuses périhilaires. Et on peut avoir un épanchement pleural, surtout si c'est une décompensation globale qui mène. Alors, les lignes A de Kerley, c'est les lignes au niveau B, c'est basal. A,
c'est apical. Alors, les lignes A de Perlet, ça n'a rien à voir avec l'insuffisance cardiaque. C'est au niveau de l'apex, et c'est pour autre étiologie, pulmonaire, infectieuse, etc. Donc, vous avez ACD. Alors, quel traitement médicamenteux donnez-vous à la patiente d'emblée? Dérivé diurétique de l'anse IV, dérivé nitré péros, bêta-bloquant d'insuffisance cardiaque, dobutamine et les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Donc, voilà les réponses. A. 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 A, B. Alors, celui qui a dit A, celui qui a dit A, je l'ai posé, il a été modifié. Celui qui a dit A, c'est juste. J'aurais dit A, qui est maintenant. J'aurais dit A, et le corrigé type, ils ont mis AE. Alors A, c'est juste, parce que le traitement de l'OAP, la décompensation cardiaque, gauche ou la globale, c'est les dérivés nitrés IV, les nitrales par exemple, etc. Mais c'est IV à la seringue électrique, plus les diurétiques IV. C'est le traitement. Plus, on va commencer le traitement de l'insuffisance cardiaque. Alors, quel traitement d'insuffisance cardiaque on va commencer? On a les inhibiteurs. Donc, le traitement d'insuffisance cardiaque, il faut bloquer les deux systèmes. Il faut donner un bloqueur du système rénino-angiotensin-aldostérone. Il faut donner un inhibiteur du système nerveux sympathique. Alors, les bêta-bloquants, mais les bêta-bloquants, jamais, grand jamais, on les commence au moment de la décompensation. Généralement, on à la fin de la décompensation. Juste comme le malade de l'hôpital, en fin d'hospitalisation, une fois le malade est stabilisé, on va commencer les bêta-bloquants. Mais sinon, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, on va les donner. Mais il y a comme d'emblée, j'aurais aimé la réponse A seule. Mais voilà, c'est A et E. E, c'est juste, mais ce n'est pas d'emblée. Par contre, vous avez un malade en OAP, dyspnée de repos, l'orthopnée, les ralcripitaux, etc. D'emblée, qu'est-ce qu'on donne sur le plan pratique? C'est les diurétiques IV plus les dérivés nitrés IV. Les traitements à demain, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les bêta-bloquants d'insuffisance cardiaque, les bêta-bloquants, nous le donnons tardivement. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, docteur. Alors, après un séjour de 7 jours à l'hôpital, la patiente est mise sortante. Quels traitements doivent figurer sur l'ordonnance de sortie? Il y a 7 jours, donc la malade a été stabilisée. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme traitement? A, inhibiteur de l'enzyme de conversion. B, diurétique de l'anspérose. B, bêta-bloquant d'insuffisance cardiaque. D, héparine de bas point moléculaire. Et E, antivitamine K. Alors, qu'est-ce qu'on va donner pour la patiente? ABCE. 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 Voilà. ABCE. Voilà, très bien. La réponse est A, B, C et E. Donc, on va donner les deux bloqueurs, système rénino-angiotensin-aldostérone, système sympathique parce que c'est après 7 jours. On va maintenir les diurétiques parce qu'il y a des décompensations. Donc, dès qu'on arrête les diurétiques IV, on passe à la voie orale. Ensuite, une fois il n'y a plus de signes congestifs, on peut les arrêter. Ensuite, la malade, elle est en tachycardie. C'est une ACFA sur insuffisance cardiaque, donc dysfonction VG. Score Schatz-Vasque, sûrement, c'est un score Schatz-Vasque élevé, ou la tension TAHA élevée, Bellec hypertendue, etc. On va anticoaguler par antivitamine K. Alors, les héparines, on les donne au moment de l'hospitalisation. HBPM, mais avec relais par le syndrome. Donc, le malade ne va pas sortir par HBPM, sous HBPM, pardon, mais elle va sortir sous syndrome. Donc, la réponse est A, B, C. Alors, un autre cas clinique, toujours le test de Constantine de 2019. Un patient de 72 ans, hypertendu sous amlodipine, tabagique et diabétique type 2, pratiquant le jeûne et conduit aux urgences pour une perte de connaissance brutale d'environ 30 secondes. Selon l'entourage, est spontanément résolutive après de brèves convulsions et émissions d'urine. À sa réception, il est conscient, présente une plaie de l'arcade sourcilière et ne décrit aucun symptôme ayant précédé son malaise. Donc, c'est une syncope sans prodrome. On retrouve une notion de douleur angineuse remontant à la veille et négligée par le patient. Le CG retrouve un PR variable avec allongement progressif du PR et un blocage intermittent de l'onde P. Des ondes Q profondes
avec un segment ST sus-décalé. Sus-décalage, onde Q, et des ondes T négatives en D2, D3 et AVF. Les QRS ne sont pas élargis, taux de troponine est élevé, la glycémie capillaire est à 0,90. Alors cette perte de connaissance est due à une épilepsie, vu la survenue des convulsions et de la perte d'urine. B est une syncope vraie, vu l'absence des prodromes avec installation brutale. C ne peut pas correspondre à une syncope vraie, vu la durée de plus de 20 secondes. D est une syncope vraie et la durée de la perte de connaissance explique les convulsions. Et E, elle est due certainement à une hypoglycémie. Alors, quelles sont les réponses justes? Quelles sont les réponses justes? BD. BD. Adouma, ils sont forts, Adouma, BD. Donc la réponse juste, c'est B et D. Voilà, la réponse juste, c'est BD. Alors la réponse A est due à une épilepsie, vu la survenue de convulsions. Bien sûr, ce n'est pas une épilepsie, c'est très bref, 30 secondes, et c'est une syncope sans prodrome. C'est une syncope, c'est une perte de connaissance brutale, début brutal, sans prodrome, avec récupération spontanée. C'est une syncope vraie, vu l'absence de prodrome avec installation brutale. C'est juste, c'est la définition de la syncope vraie. Elle ne peut correspondre à une syncope vraie, vu la durée de plus de 20 secondes. Non. 30 secondes, c'est très bref, ça peut correspondre à une syncope. Et comme c'est un peu prolongé, 30 secondes, la syncope vraie va entraîner une perte de connaissance et les convulsions. Parce que plus la durée est un peu prolongée, plus ça peut entraîner des convulsions et une perte d'urine. Donc c'est pour ça, c'est une syncope vraie et la durée de la perte de connaissance qui explique les convulsions. D, c'est juste. Elle est due certainement à une hypoglycémie, non, 0,9. 0,9, ça ne va pas quand même donner une syncope, ou là une perte de connaissance. Les réponses, c'est BD. Alors, quelles sont les anomalies enregistrées à l'ECG? Alors, à l'ECG, l'ECG retrouve un PR variable, allongement progressif du PR, avec un blocage intermittent de l'onde P, des ondes Q profondes, ST sus-décalées, ondes T négatives, en D2, D3 et AVF. Alors, quelles sont ces anomalies? C'est un bloc auriculo-ventriculaire du premier degré intermittent, un BAV de deuxième degré type période Luciani-Wenckebach, un BAV de troisième degré intermittent, un infarctus du myocarde du territoire antérieur ou un IDM du territoire inférieur. Alors, quelles sont les réponses? BE, BE, BD, BE. Alors, c'est la question, là aussi, c'est très bien, c'est BE. C'est BE. Alors, le BAV de premier degré, définition, c'est un PR lent. Quand il n'y a pas de blocage, mais qu'est-ce que c'est un blocage? Toutes les ondes P sont suivies d'un QRS, avec un PR supérieur à 0,20. C'est le BAV de premier degré. Alors, les BAV de deuxième degré, il y a deux types. On a le type 1, c'est Luciani-Wenckebach, et le type 2. Et on a le BAV de troisième degré. Dans le type Luciani-Wenckebach, la définition Tao, c'est quoi? C'est un allongement progressif de l'espace PR. Donc, il va y avoir un allongement de la conduction jusqu'à ce qu'une onde P soit bloquée. Allongement variable, progressif et un blocage intermittent de l'onde P. C'est la définition même de BAV de Mobitz 1, type Luciani. Et quand il y a un blocage intermittent, ça se bloque de temps en temps, mais sans qu'il y ait variation du PR. C'est le BAV2, Mobitz 2. Donc, dans le Mobitz 1, Luciani-Wenckebach, c'est un allongement du PR jusqu'à ce que l'onde P soit bloquée. Type 1, Luciani. Dans le Mobitz 2, BAV2, Mobitz 2, il y a certaines ondes P bloquées, mais sans qu'il y ait modification du PR. Alors, dans le BAV3, c'est un blocage complet. Donc, il n'y a pas d'onde P qui est conduite. Donc, il y a une dissociation. Rythme auriculaire ou rythme ventriculaire. Alors, en plus, les anomalies, il y a un sus-décalage, une onde Q et des ondes T négatives en D2, D3, AVF. Donc, ça, c'est un IDM du territoire inférieur. Donc, voilà, BE. Alors, ce BAV est-ce que c'est un BAV chronique qui nécessite un pacemaker définitif? Est-ce que c'est un BAV aigu réversible dû à un surdosage de médicaments? Est-ce que c'est un BAV aigu réversible qui ne devrait laisser aucune séquelle?
est-ce que c'est un BAV dû à la nécrose des voies de conduction ou est-ce que c'est un BAV dû à une dégénérescence des voies de conduction vu l'âge du patient? Donc, on va voir les réponses. D'accord. La réponse D, D, D. Bon, C, C. Je peux les répondre à C. C. Alors, les répondants C, c'est très très bien. La réponse c'est C. Alors, dans les BAV, au cours de l'IDM, retenez le petit résumé. Il y a deux types de BAV dans les IDM. Il y a le BAV de l'IDM antérieur. Il y a le BAV de l'IDM inférieur. Il y a deux cas de figure. Quand un BAV, quel que soit le type, il survient, surtout si c'est un BAV2 ou un BAV3, il survient au cours d'un IDM antérieur. Alors l'IDM antérieur, il inclut le territoire septal, le septum. Au septum, il y a les voies de conduction. Généralement, le BAV de l'IDM antérieur, ça correspond à la nécrose des voies de conduction. Parce que dans ce cas-là, il y a une nécrose sur le territoire antérieur. Et le territoire antérieur inclut le territoire septal. Donc généralement, c'est une nécrose des voies de conduction. Et généralement, il est irréversible, le BAV de l'IDM inférieur. Et généralement, il nécessite, dans la grande majorité des cas, un pacemaker définitif. Donc là, en pratique, quand on voit un BAV qui apparaît alors qu'il y a un IDM antérieur, là, il faut s'inquiéter. Parce que généralement, il ne disparaît pas. Dans ce cas-là, on arrête tous les traitements ralentisseurs, qui met les bêta-bloquants. On peut mettre une sonde de stimulation et on attend 7 à 10 jours. Généralement, si ça persiste au-delà de 10 jours, et ça persiste généralement sur l'IDM antérieur, on va mettre un pacemaker. Alors que le BAV de l'IDM inférieur, c'est contrairement c'est complètement le contraire. L'IDM inférieur, alors l'artère qui vascularise le nœud auriculoventriculaire, c'est la même qui vascularise le territoire inférieur. Donc généralement, il est dû à une ischémie. Le BAV de l'IDM inférieur, comme c'est la même artère qui vascularise le territoire inférieur et le nœud, c'est une ischémie parce que le nœud il est vascularisé par cette artère ou qu'il y a une des collatérales, d'autres collatérales. Donc c'est ischémie, c'est pour ça que c'est réversible. Généralement, il disparaît. Donc le BAV, généralement, il disparaît et il ne devrait laisser aucune séquelle parce que ce n'est pas une nécrose, ce n'est pas une destruction, mais c'est une ischémie. Alors, sur le plan pratique, quand on voit un BAV, alors que c'est un IDM inférieur, généralement, on ne s'inquiète pas trop parce qu'on se dit très, très probablement, le BAV il va disparaître. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête le traitement bêta-bloquant et on surveille. Généralement, il disparaît. S'il ne disparaît pas au bout de quelques heures, quelques jours, on met une sonde de stim. Et on attend 7-10 jours. Et généralement, dans la grande majorité des cas, pour ne pas dire dans la presque quasi-totalité des cas, le BAV de l'IDM inférieur, il disparaît. Donc, c'est un BAV aigu réversible qui ne devrait laisser aucune séquelle parce que c'est le territoire inférieur. Lequel, le même cas, il a été posé alors qu'il s'agit d'un infarctus antérieur. La réponse juste, ou l'idée, c'est un BAV dû à la nécrose des voies de conduction. Ah, c'est faux. Il nécessite pacemaker définitif, mais ce n'est pas un BAV chronique. C'est un BAV aigu dans ce cas-là. Est-ce que c'est clair? C'est une question un peu, on va dire, un peu difficile. Vous m'entendez? Ok. Donc là, on va passer à Nayal Alger. Alors, fait Alger en 2019. Bon. Docteur, il y a une question. Oui. Est-ce que les bêta-bloquants sont contre-indiqués dans un IDM antérieur? Non, ils ne sont pas contre-indiqués. C'est une très très bonne question. Ça veut dire que les bêta-bloquants, nous mettons dans l'IDM, mais l'IDM antérieur, ça, il faut vraiment il faut avoir une prudence. L'IDM antérieur par rapport à l'IDM inférieur. Parce que les bêta-bloquants, ça ralentit, ça peut entraîner un BAV, et c'est réversible. Mais c'est un traitement indispensable, parce que les bêta-bloquants, c'est des anti-ischémiques. Ils induisent une diminution de la fréquence cardiaque, et donc ils diminuent la consommation en oxygène du myocarde. Donc, quand est-ce que les bêta-bloquants, même dans l'IDM, que ce soit d'ailleurs antérieur ou inférieur, quand on voit que d'emblée, le malade il a une fréquence basse, aux alentours de 60 ou la même inférieure à 60,
Dans ce cas-là, on ne va pas les donner. Mais ce n'est pas contre-indiqué. Ce n'est pas contre-indiqué, mais dans l'IDM antérieur, on va donner les bêta-bloquants parce qu'ils sont bénéfiques. Ça diminue la consommation d'oxygène, mais il faut surveiller le malade. Et dès que le malade fait un BAV, on a les bêta-bloquants. Quel que soit l'IDM, même inférieur, on a les bêta-bloquants, tous les traitements ralentisseurs, et on surveille. Dans l'IDM inférieur, généralement, ça disparaît, sans laisser de séquelles, alors que dans l'IDM antérieur, dans la grande majorité, ça évolue vers le BAV définitif et ça nécessite un pacemaker. Je ne sais pas ce que c'est clair ou là, c'est pas clair. Alors, on va passer. Vous m'entendez? On va passer. C'est clair. On va passer à la question résidana d'Alger 2019. Alors, dans l'endocardite infectieuse, quels éléments fait ou font partie des critères majeurs de Duc modifiés par la Société européenne de cardiologie de 2015? On va cocher la réponse juste. Les critères majeurs de Duc. Alors, 1. Faux panarie d'Osler. 2. Tache de Roth, fond d'œil. 3. Apparition d'un nouveau souffle de régurgitation. Et 4. Végétation à l'écho. À les associations. A, B, C, D, E. 1 plus 2 plus 4, etc. En plus, ça donne 5, on met cache 5. Les fleurs. Alors, c'est une question. Les répondez, les aléas. On va dire qu'il a très bien compris l'endocardite infectieuse. C. La réponse c'est 1, 4. 34. Qui fait 3 et 4? 3 et 4. 3 et 4. 3 et 4. Mais qu'est-ce que 3 et 4? Qu'il y a 3 et 4 et 1 ou qu'il y a 3 et 4 et 2 et 1? Pas d'association. Alors, là, c'est la réponse c'est une question qui n'a aucune réponse. Mais qu'est-ce la réponse à la question? Parce que quand on dit les critères majeurs, il y a 2 critères majeurs de Duc modifié de 2015, les nouveaux critères. Alors, le premier critère, c'est une imagerie spécifique. Par exemple, à l'écho-végétation, avec critère majeur. Par exemple, au scanner, un abcès au niveau du cœur. Par exemple, au PET scan, une hyperfixation autour de la prothèse. Par exemple, à la scintigraphie au leucocyte marqué, une hyperfixation. Donc, une atteinte à l'imagerie. Écho, scanner, PET scan, etc. C'est un critère majeur. Le deuxième critère majeur, c'est l'hémoculture positive. Ou là, une sérologie coxielle burnétique. Alors, tout le reste, c'est des critères mineurs. Faux panarie d'Osler, c'est un critère immunologique mineur. Tache de Roth, c'est un critère immunologique et c'est mineur. L'apparition d'un nouveau souffle, quel il était dans les anciennes recommandations, un critère majeur. Il fait partie des signes d'une atteinte de l'endocarde. Les nouveaux critères, il a été enlevé. Alors, l'apparition d'un nouveau souffle de régurgitation a été retiré les critères de 2015. Les cours, les travaux, il n'y a plus de critères qui s'appellent nouveau souffle de régurgitation. Il y a 2 critères majeurs. Alors, la réponse juste, c'est quoi? C'est 4. Marqué. Alors, 4. Rare 4. 4, zidla 1, c'est un critère mineur. Zidla les autres, c'est des critères mineurs. Même si on dit, par exemple, 5. Il y a 5, mais je ne sais pas quoi. Mais il faut qu'il y ait 4. 4, vous les mettez. 4, c'est un critère majeur. Alors, je ne sais pas ce que c'est clair ou là, c'est pas clair. C'est clair? Alors, le seul critère majeur, c'est les végétations. Végétation, c'est le seul critère majeur. Alors, on passe à une autre question. J'offre le test de résidana l'AG 2019 pour l'évaluation du risque cardiovasculaire. C'est une question un peu difficile. Du risque cardiovasculaire, le modèle SCORE prend en compte les facteurs de risque suivants. Réponse juste. La table SCORE pour l'évaluation du risque. Risque très élevé, très haut risque, risque modéré et le risque faible. On prend en considération 1. Âge et sexe. 2. Tabac, pression artérielle systolique. 3. Cholestérol total. 4. Diabète.
Alors, quelle est l'association juste? 1 plus 2 plus 3, A. B, 1 plus 3 plus 4. C, 1 plus 3, 2. D, 2 plus 3 plus 4. Et E, tous les critères. 1 plus 2 plus 3 plus 4. A, A, A. Voilà. A. C'est très bien. Très bien. Donc, c'est très bien. E, c'est faux. E, c'est faux. Donc, les critères, si vous voyez la table score, il y a deux choses. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut retenir la table score? Donc, la réponse juste, c'est A. Voilà. Alors, dans la table score, il y a deux choses. Il y a des tables pour les pays à haut risque, comme l'Algérie, etc., les pays en voie de développement. Et on a des tables pour les pays à risque moins élevé. C'est les pays où la prise en charge est bonne. C'est les pays de l'Europe, etc. Donc, il y a déjà deux tables. Et chaque table, pour chaque pays, il y a des tables pour les hommes et des tables pour les femmes. Pour les mêmes facteurs, le risque n'est pas le même. La femme, elle est généralement protégée. Donc, le risque n'est pas le même. D'abord, on inclut le sexe, qui est une des tables pour les hommes, et on a des tables pour les femmes. Pour chaque sexe, on a l'âge. Bien sûr, le score, il va dépendre de l'âge. Et puis, quels sont les facteurs de risque qui chauffent la table score? On a des tables pour fumeurs et non-fumeurs, à droite et à gauche, fumeurs, non-fumeurs, et de chaque côté, on prend en considération la pression et le cholestérol. Donc, on a un fumeur, par exemple, pour chaque sexe, par exemple, pour les hommes ou les femmes, vous avez les fumeurs et les non-fumeurs, maintenant. Pour chaque catégorie, fumeur, non-fumeur, vous avez l'âge, la catégorie d'âge, vous avez la pression systolique, en bas, vous avez le cholestérol total. Alors, le diabète n'est pas inclus dans la table score. Parce qu'on considère que les diabétiques sont généralement au minimum. Au minimum, ils sont pratiquement à risque élevé. C'est pour ça qu'il n'est pas inclus dans la table score. Alors que l'âge, le sexe, le tabac et la pression et le cholestérol, d'ailleurs, c'est les seuls facteurs qui sont inclus. Donc, la réponse est 1 plus 2 plus 3. Alors, une autre question, quel est le score, toujours fait test de résident d'Alger 2019, quel est le score hémorragique ASBLED d'un patient hypertendu âgé de 75 ans en fibrillation auriculaire et en un antécédent d'accident vasculaire transitoire, AIT, une cirrhose hépatique, une notion de saignement et un INR labile. Alors, est-ce que c'est 3? Est-ce que c'est 4? Est-ce que c'est 2? Est-ce que c'est 6? Ou est-ce que c'est aucune de ces propositions? Alors, sur le test d'Alger, c'est toujours une seule réponse. C'est toujours choix simple. Alors, nous chauffons les propositions de ma copie. On voit les propositions. E, B, 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 E, E, B, Mazal. Donc, Anaya, il n'y a aucun n'a répondu à la question. Donc, la réponse, c'est D, 6. Alors, le score AS-BLED. AS-BLED, c'est une abréviation. Le H, c'est hypertension. Un point. A, c'est anomalie de la fonction rénale ou anomalie de la fonction hépatique. قد تكون un point, قد تكون 2 points. Donc, anomalie de la fonction rénale ou anomalie de la fonction hépatique. H, hypertension, un point. A, anomalie de la fonction rénale ou hépatique. S, pour stroke, antécédent d'AVC et d'AIT, un point. B, c'est bleeding, notion d'hémorragie. Notion d'hémorragie, un point. L, c'est labile, INR labile, INR qui n'est pas stable. E, c'est en anglais, elderly, c'est l'âge au-delà de 65 ans. Et D, c'est l'utilisation de drogue ou d'alcool. Les drogues, par exemple, les anti-inflammatoires, stéroïdiens, corticoïdes, etc. Donc, si on calcule, un patient hypertendu, H, un point, âge 75 ans, E, elderly, 2 points, en fibrillation auriculaire, antécédent d'accident vasculaire ischémique, stroke, 3 points, cirrhose, anomalie de la fonction hépatique, 4 points, notion de saignement. Donc, notion de saignement, c'est bleeding, donc 5 points. INR labile, c'est le L, 6. Donc, la réponse, c'est B, 6.
L'autre question, concernant l'ischémie aiguë des membres inférieurs, cochez la réponse juste. Ischémie aiguë des membres inférieurs. C'est une urgence médico-chirurgicale qui enjeu le pronostic fonctionnel et vital. Elle induit l'élévation des lactates avec risque d'alcalose métabolique. Sa gravité est tributaire de la circulation collatérale de suppléance. 4. Son diagnostic repose sur l'échodoppler artériel. 5. Son traitement est médico-chirurgical. Alors, A, vous avez les associations 1, 2, 5, 2, 3, 4, 2, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 3, 5. Alors, quelle est la réponse juste? Quelle est la réponse juste? D. A, D. D. D, E. D, E, D, E, 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 D, E. Alors, celui, ou ceux qui ont répondu E, c'est très bien. La réponse est E. Alors, c'est une question un peu difficile, mais elle a été rendue facile par les associations. Vers les associations, elle a été rendue facile. Bon, Kinshofo, une urgence médico-chirurgicale qui met en jeu le pronostic vital et fonctionnel. C'est juste. Urgence médicale et médico-chirurgicale. Ça peut entraîner l'amputation, ischémie aiguë des membres inférieurs, le traitement tahali, c'est les anticoagulants, et la fogartisation interventionnelle. Et en max, quand on est avancé, c'est l'amputation. Donc, elle met en jeu le pronostic fonctionnel et vital. Pourquoi c'est vital? Parce qu'il y a le risque d'acidose métabolique et non pas d'alcalose par élévation des lactates, d'acide lactique. Alors, l'élévation d'acide lactique, c'est une acidose. Donc, directement le 2, alcalose directement 2. 2, 2 et 2. Déjà 2, c'est faux. Ah oui, 1, 4, 5 ou là 1, 3, 5. Sa gravité est tributaire de la circulation collatérale de suppléance. C'est juste. La gravité de l'ischémie, et elle est vraiment liée à l'importance de la circulation collatérale, qui est une ischémie aiguë. Alors qu'il n'y a aucune circulation collatérale, ça donne d'emblée des dégâts. Alors s'il y a une circulation collatérale, ça diminue un petit peu les conséquences. Alors le diagnostic, il est clinique. En aucun cas, l'ischémie aiguë est un diagnostic des examens complémentaires. Le diagnostic est purement clinique. Un membre froid, pâle, avec diminution de la motricité, de la sensibilité tardivement, et abolition des peaux. C'est suffisant pour faire le diagnostic. C'est un diagnostic purement clinique. Alors le traitement, bien sûr, est médico-chirurgical. Donc c'est 1, 3 et 5. La réponse est alors dans l'anévrisme de l'aorte abdominale, également c'est une question un peu difficile, mais elle a été rendue facile par les associations. Dans l'anévrisme de l'aorte abdominale, je pense sous-rénale, cochez la réponse juste. L'athérosclérose est l'étiologie la plus fréquente. L'indication opératoire est retenue devant un diamètre antéro-postérieur supérieur à 55. Le traitement est une mise à plat greffe prothétique. Le traitement endovasculaire est contre-indiqué. Et la rupture d'anévrisme reste la complication la plus grave. Voilà les associations 1, 2, 3, 5, 1, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, etc. Donc, quelle est l'association juste? Quelle est l'association juste? L'association juste. A. Voilà, très bien. La réponse juste est A. Elle a été rendue très très facile par les associations. Parce que, quitte le traitement endovasculaire est contre-indiqué, non, dans l'anévrisme de l'aorte abdominale, il y a deux traitements. Quel est le traitement chirurgical? C'est la mise à plat greffe. Donc, on enlève l'anévrisme, c'est ce qu'on appelle une mise à plat. Plus, on va faire une prothèse en Dakar. C'est une mise à plat greffe prothétique. Ou bien, quand il y a une contre-indication ou un patient à très haut risque chirurgical, nous déroulons un traitement endovasculaire. Donc, quand il dit traitement endovasculaire est contre-indiqué, c'est faux. C'est l'un des traitements, c'est le traitement endovasculaire. Donc, 4, 4 et 4, il va rester que A. Ça aurait été plus difficile s'ils ont enlevé
ces associations. Alors, les autres propositions, c'est juste. Rupture d'anévrisme, c'est la complication la plus grave, redoutable. Le traitement endovasculaire, juste, si on peut indiquer un traitement endovasculaire. Le traitement de référence, c'est le traitement chirurgical, c'est une mise à plat greffe. L'indication opératoire, parce que c'est en 2019, ils se sont basés sur les anciennes recommandations 55. Dans les nouvelles recommandations, c'est à partir de 50. Et l'athérosclérose, bien sûr, c'est la principale étiologie. Donc ça, c'est pour cette question. On continue, toujours le test de Residana d'Alger 2019. Le cas clinique, un homme de 70 ans est amené par le SAMU aux urgences pour un état de choc avec malaise et douleur rétrosternale continue et progressivement croissante. Donc état de choc, malaise et douleur rétrosternale continue et progressivement croissante. À domicile, la pression artérielle était de 6,5, 4,5. Il est vraiment en état de choc. La température à 36. Une expansion volumique par 1 litre de soluté de sodium a permis la stabilisation. La pression artérielle, après le 1 litre, elle est remontée à 10, 5,5, 105, 55, permettant un transport sans incident. L'interrogatoire retrouve un antécédent d'HTA non traité. On note une angoisse intense, mais le malade est néanmoins eupnéique au repos. L'examen clinique montre uniquement une discrète turgescence spontanée des veines jugulaires. Alors, tous les diagnostics suivants sont à évoquer, sauf un, lequel? Syndrome coronarien aigu, tamponnade, embolie pulmonaire, œdème aigu du poumon, dissection de l'aorte. Quel est le diagnostic qu'il ne faut pas évoquer dans ce cas-là? A. Non, D. B. D. D. B. E. Alors, celui et ceux qui ont répondu D, voilà D, le D, ceux qui ont répondu D, c'est très bien, c'est la réponse, c'est D. Alors, pourquoi la réponse c'est D? Je vais vous expliquer. Donc, le malade, il a fait un état de choc avec des signes droits, turgescence. Ça suffit pour dire que c'est une insuffisance cardiaque droite avec état de choc. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut évoquer? Ce qu'on appelle le cœur pulmonaire aigu. Le malade d'un état de choc avec insuffisance cardiaque droite aiguë. Qu'est-ce qu'il faut évoquer? Il faut évoquer l'idéme du ventricule droit. C'est pour ça le syndrome coronarien. Quand il y a une nécrose sur le ventricule droit, il va donner un état de choc avec des signes droits. Vous avez la tamponnade. La tamponnade, il y a un état de choc, il y a une compression du cœur et il y a des signes droits parce qu'il va comprimer beaucoup plus les cavités droites. Vous avez une embolie pulmonaire grave en état de choc. C'est un cœur pulmonaire aigu, obstacle l'artère pulmonaire, ça va donner un état de choc, l'embolie pulmonaire grave avec état de choc, plus des signes droits. Dans la dissection de l'aorte, oui, parce que la dissection de l'aorte, elle peut donner un hémopéricarde, une tamponnade. La dissection de l'aorte, elle peut donner une dissection rétrograde, le péricarde, ça va donner un hémopéricarde et ça va donner un état de choc plus des signes droits. Alors l'OAP, jamais. D'autant plus que l'OAP, une expansion volumique, 1 litre, c'est-à-dire on l'a surchargé par le liquide et on l'a stabilisé. Alors si c'était un OAP, une expansion volumique, tu vas l'aggraver. Tu vas probablement entraîner un décès du malade. Parce que le malade, il est en OAP, on surcharge la circulation pulmonaire et on va le surcharger encore plus. Donc l'OAP va donner des signes gauches. C'est une dyspnée, l'orthopnée avec des râles crépitants et non pas des signes droits. Donc c'est l'OAP. Quels examens demandez-vous en urgence à visée diagnostique? À visée diagnostique. Alors cochez la réponse fausse. Radiothorax, bilan biologique standard, électrocardiogramme, dosage des enzymes cardiaques et le dosage des dédimères. Quelles sont les réponses justes? Alors, quelles sont les réponses justes? Pour laquelle est la réponse fausse? B, B, A, B, B. Alors, celui qui a proposé A, je ne sais pas pourquoi vous dites A. Je ne sais pas pourquoi vous dites A, parce que tu as évoqué la dissection. La dissection, le premier examen qu'on demande à visée diagnostique, c'est le téléthorax, pour voir ce qui
n'y a pas un élargissement du médiastin. Donc, il est très recommandé quand il y a une suspicion de dissection à la recherche d'un élargissement du médiastin. Et même la tamponnade, il y a la cardiomégalie avec queue en carafe ou la en théière, donc à visée diagnostique. Nardou, un électrocardiogramme, oui, s'il s'agit d'un IDR. On va chercher des signes. Dosage des enzymes cardiaques, oui, les troponines positives avec le CG, ça confronte le diagnostic d'un syndrome coronarien. Les dédimères, c'est juste, parce que c'est en faveur de l'embolie. Qu'est-ce qui reste? Il reste B. Est-ce qu'un bilan biologique standard, par formule, glycémie, etc., est un examen diagnostique, à visée diagnostique? On va diagnostiquer quelque chose quand on va demander une formule, une glycémie, un bilan hépatique, etc. On ne va pas diagnostiquer quelque chose. C'est un bilan qu'on demande dans le but de traiter ou là dans un bilan préopératoire, on va opérer le malade, etc. Donc, ça ne va pas avancer en matière diagnostique, donc à visée diagnostique. Donc, la réponse fausse, c'est B. Alors, le résultat des examens demandés sont dans les limites de la normale, hormis une cardiomégalie et un discret élargissement du médiastin supérieur. Quel est l'examen complémentaire à demander en priorité chez ce patient? A. Radiographie du thorax de profil. B. Échocardiographie transthoracique. C. Coronarographie. D. Angioscanner. Et E. IRM cardiaque. Alors, quels sont, quel est, c'est Alger, c'est toujours choix simple. Quelle est la réponse juste? C'est facile normalement, c'est très facile. B, B, D, B. Alors, B. Pourquoi vous dites B? Pourquoi vous dites B? B. En plus, ça, il y a beaucoup de propositions B. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va évoquer? Il y a l'élargissement du médiastin. Donc, on évoque une dissection de l'aorte. Dans la dissection de l'aorte, comment on va confirmer le diagnostic? Il y a 3 examens qui peuvent confirmer le diagnostic. Pour la dissection, vous avez A, l'angioscan, c'est l'examen de référence, numéro 1. 2, vous avez l'écho transœsophagienne, transthoracique, metchouf pratiquement bihawalou, à part quelques centimètres de l'aorte ascendante. Donc, qu'est-ce qu'on va évoquer dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on va donc... c'est l'écho transœsophagienne, parce qu'on va évoquer une dissection. L'écho transœsophagienne. L'autre examen, c'est l'angio-IRM thoracique, mais ce n'est pas l'IRM cardiaque. Donc, l'angio-IRM thoracique ou l'angioscan thoracique ou l'écho transœsophagienne. Donc, l'examen qu'on va demander, c'est D. C'est un angioscan thoracique. Donc, comment on confirme la dissection? C'est l'angioscan. Alors, les examens demandés retrouvent une dilatation de l'aorte ascendante avec un épanchement péri-aortique ainsi qu'un hémopéricarde de moyenne abondance sans signe de compression. Quel est le diagnostic le plus probable? Le diagnostic, je l'ai donné, le diagnostic. Donc, vous avez une dilatation de l'aorte, un petit épanchement par hémopéricarde, moyenne abondance. Alors, quel est le diagnostic? On va évoquer dans ce cas-là. Bien sûr, c'est E. Donc, le diagnostic à évoquer, je pense que tout le monde a répondu E. C'est la dissection de l'aorte. Alors, quelle est votre conduite à tenir devant une dissection de l'aorte? Thrombolyse intraveineuse, drainage péricardique ou un hémopéricarde. Adresser le patient au service de chirurgie cardiovasculaire, les diurétiques, anticoagulants, IV. Normalement, c'est très, très rapidement, vous allez répondre à la question. Voilà. La réponse, c'est C. Adresser le patient au service de chirurgie. Surtout, jamais faire de drainage quand il s'agit d'un hémopéricarde sur dissection. Parce que l'hémopéricarde, le sang du péricarde, il provient de l'aorte, de la dissection. Donc, on ne va pas quand même vider le péricarde parce que le sang qui se trouve dans le péricarde, c'est le sang de l'aorte, on va aggraver l'état de choc. Donc, jamais on fait le drainage quand il s'agit d'un hémopéricarde sur dissection de l'aorte. C'est formellement contre-indiqué. Alors là, c'est formellement contre-indiqué. Thrombolyse ou l'anticoagulant, tu vas aggraver l'hémorragie. Les diurétiques, c'est formellement contre-indiqué, tu vas aggraver l'état de choc. Donc, c'est la réponse juste, c'est C.
Alors, notre cas clinique, on va commencer à notre cas clinique. Pardon. Donc, une femme de 54 ans consulte aux urgences pour une dyspnée de repos, une orthopnée, une toux sèche. Dans les antécédents, on trouve une HTA mal équilibrée, un diabète type 2 sous insuline depuis 15 ans. Donc, orthopnée, dyspnée de repos et toux sèche. Les urgences, elle a une HTA mal équilibrée, un diabète type 2 sous insuline depuis 15 ans. La patiente elle a un BMI à 33 kg par mètre carré. L'examen des bruits du cœur sont réguliers. Il y a un souffle systolique de fuite mitrale, un bruit de galop et des reins crépitants aux bases, des œdèmes des membres inférieurs, une turgescence des veines jugulaires et des hépatalgies. La pression artérielle à 220-130 mm de mercure. Le CG s'inscrit en rythme sinusal régulier à 90 battements, des ondes P de durée et d'amplitude très augmentées, la durée et l'amplitude de l'onde P. L'indice de Sokolov à 45 mm, l'indice de Lewis est supérieur à 17. C'est toujours le test de Residana, c'est un dossier, le test de Residana d'Alger 2019. Alors la première question, quel est le diagnostic le plus probable? Réponse juste. Est-ce que c'est un état de choc cardiogénique? Est-ce que c'est un pic hypertensif? Est-ce que c'est une HTA maligne? Est-ce que c'est une urgence hypertensive à type d'OAP? Ou est-ce que c'est une insuffisance cardiaque droite? Une seule réponse. D, 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 D. Voilà, très bien. Tout le monde a répondu D. Donc la réponse, c'est D. Donc choc cardiogénique, non? Les maladies n'est pas en état de choc. Donc la tension TAO est 22-13. Le pic hypertensif, non, c'est une urgence parce qu'il y a une élévation tensionnelle avec atteinte d'un organe cible, qui est dans ce cas-là le cœur. Et le malade il est en insuffisance cardiaque globale à prédominance gauche. Il fait un OAP avec des signes droits. Donc c'est une insuffisance cardiaque à prédominance gauche d'OAP. Donc c'est une urgence hypertensive et non pas un simple pic. HTA maligne, dans la définition de l'HTA maligne, c'est l'œdème au fond d'œil, altération de la fonction cérébrale, rénale, etc. Une insuffisance cardiaque droite, non. Donc c'est une urgence hypertensive à type d'OAP. Quelle est votre conduite à tenir en urgence? Cochez la réponse juste. Adressez la patiente en radiologie. Dosage des troponines. Hospitaliser la patiente et traiter le pic. Traitement de l'OAP, faire une échocardiographie. Alors, quelle est la réponse juste dans ce cas-là? Réponse également assez facile. Assez facile. Bien sûr, c'est le traitement d'OAP. Alors, la délicate C, c'est faux. Alors, vous avez dit C, c'est faux. Alors, la réponse juste, c'est D. Alors, hospitaliser la patiente et traiter le pic. Donc, ce n'est pas un pic, c'est une urgence hypertensive et n'est pas un pic hypertensif. Dosage des troponines, adresser la malade, faire une écho, etc. Vous avez un malade qui est en OAP. Alors, c'est une extrême urgence médicale. Il faut traiter en urgence l'OAP. Donc, la première chose qu'il faut faire en urgence, la maladie est en OAP, dyspnée, l'orthopnée, rail crépitant, etc. On va traiter l'OAP. Alors, parmi les traitements reçus, c'est une question, on va dire, difficile. Franchement, c'est une question difficile. Et ce cas-là, franchement, est un cas un peu, on va dire, un peu difficile. Parmi ces traitements reçus, une des molécules suivantes ne fait pas partie du traitement. Alors, laquelle? Quelle est la molécule qui ne fait pas partie du traitement reçu? Une des molécules ne fait pas partie du traitement. Laquelle? Furosémide, Péros, dinitrate d'isosorbide, c'est un dérivé nitrate, dinitrate d'isosorbide, furosémide, Péros, furosémide en IV, prise d'une voie veineuse, furosémide et dérivé nitré en IV, le lévosimandan avec surveillance hémodynamique. Je pense que Ken Bzef, les méafouches, c'est quoi le lévosimandan? Le lévosimandan. Alors, quelle est la réponse? Fausse. Hanaya. Quel est le traitement qui ne fait pas partie des A? A. 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 Alors, c'est très bien. La réponse, c'est A. Elle a été facilitée, la question elle a été facilitée par furosémide Péros, parce que le traitement, c'est par voie parentérale. Alors, le lévosimandan, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un traitement qui améliore la contraction cardiaque. Ça veut dire qu'il améliore la sensibilité des fibres cardiaques au calcium. Il améliore la contraction. Alors, le lévosimandan, c'est un traitement indiqué dans l'insuffisance cardiaque aiguë, dans les décompensations aiguës à type d'OAP,
quand le malade il est en euvolémie, c'est-à-dire qu'il est en état de choc. Parce que parmi les effets secondaires, c'est la diminution de la pression artérielle et l'accélération de la fréquence cardiaque, tachycardie, hypotension. Donc, quand le malade il a une bonne tension, il a une tension élevée, qui m'a le malade, et le lévosimondo n'est pas recommandé d'emblée, qui connaît un échec au traitement habituel, dérivé nitré, plus furosémide IV, et ça n'a rien donné, on va donner le lévosimondo en cure pendant quelques heures, 24 jusqu'à 48 heures. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est clair ou là, c'est pas clair? Tachycardie, est-ce qu'on va donner un bêta-bloquant? Est-ce qu'on va, s'il vous plaît, un OAP plus une tachycardie, est-ce qu'on va donner un bêta-bloquant? Alors, souvenez-vous, l'OAP, c'est quoi? C'est une insuffisance cardiaque, gauche aiguë. Donc, dans ce cas-là, il est formellement contre-indiqué de donner un bêta-bloquant, même d'insuffisance cardiaque, au moment de la décompensation. Qui dit un malade en OAP, même de un bêta-bloquant, même s'il est en tachycardie, parce qu'il a un OAP. Dans ce cas-là, il a une surcharge et c'est une insuffisance cardiaque aiguë. Dans ce cas-là, on ne va pas mettre un bêta-bloquant, c'est contre-indiqué. On discute même l'arrêt du traitement bêta-bloquant quand l'OAP il est massif, il est réfractaire au traitement. D'ailleurs, le lévosimondo, généralement, il est indiqué quand le malade il est en OAP et il est venu sous bêta-bloquant, ou peut-être la tension qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut donner des inotropes positifs. Alors, les inotropes positifs, comme dopamine et dobutamine. Malheureusement, on va donner de la dopamine chez un malade, il est un doute bêta-bloquant. Alors, on a bloqué déjà les récepteurs bêta. Alors que la dopamine, l'effet tahal, va stimuler les récepteurs bêta. Donc, elle n'aura pas d'effet. Un malade qui est sous bêta-bloquant, il commence à chuter sa pression artérielle, à avoir une tendance vers l'état de choc. On va donner directement dobutamine, mais en réalité, l'efficacité est moindre. Parce que le malade, il est sous bêta-bloquant. Les récepteurs bêta sont bloqués. Or que dopamine, les inotropes, etc., stimulent les récepteurs bêta. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? L'une des indications de lévosimondo, c'est qu'on arrête les bêta-bloquants. Mettons à la place du bêta-bloquant le lévosimondo. Et si ça ne donne pas, on va donner des inotropes positifs. Donc, jamais vous donnez en cours d'une insuffisance cardiaque aiguë, même s'il est en tachycardie, on va donner un bêta-bloquant. On va aggraver donc l'insuffisance cardiaque. Généralement, qui a une tachycardie ou là, on va donner de la cordarone. La cordarone, ça ralentit et en plus de ça, on peut l'utiliser quelle que soit la fonction cardiaque. Quand un malade il fait une tachycardie, par exemple, il fait un OAP, surtout s'il est en état de choc, il a une pression basse, dans ce cas-là, on donne d'emblée de la cordarone pour ralentir la CFA. Alors, la réponse, c'est A. Le Labstix pratiqué en urgence retrouve un pH à 6. Protéines de croix sont négatives. Cochez la réponse juste. C'est une infection urinaire probable, un déséquilibre du diabète, une atteinte de la fonction rénale, une pyélonéphrite, ou là, aucune de ces propositions n'est juste. Le Labstix, on a trouvé pH 6, protéines de croix sont négatives. Alors, qu'est-ce qu'on va dire dans ce cas-là? C, B, C. Alors, très bien. La réponse, c'est C. Donc, la réponse, c'est C. Donc, la réponse, c'est une atteinte de la fonction rénale. Alors, le pH urinaire habituel, il est aux alentours de 5,8 à 6. Donc, c'est un pH normal. Qui coule un pH alcalin, donc au-delà de 6,5, on suspecte une infection urinaire. Ou qui coule acide, on suspecte des urines, par exemple, concentrées. Mais c'est un pH normal, donc infection urinaire, etc. Le diabète, voilà, diabète déséquilibré, ça n'a rien à voir avec le diabète. Par contre, il y a une protéinurie chez une patiente diabétique hypertendue. Il y a une protéinurie, donc il y a une atteinte de la fonction rénale. Maladie de protéinurie, il y a une atteinte de la fonction rénale. Dans ce cas-là, on évoque en priorité une atteinte de la fonction rénale. Donc, vous avez un diabète, une HTA, plus protéinurie. Alors, l'autre question, toujours le dossier, le même dossier. La patiente s'est améliorée avec régression des signes d'insuffisance cardiaque. La biologie révèle une glycémie à 1,09, une urée à 0,3,
une créate à 12, sodium à 134, potassium à 5, hémoglobine à 14, ces résultats évoquent. Là aussi, c'est une question difficile parce qu'il faut calculer la clearance. Cochez la réponse juste. Diabète déséquilibré, hyperkaliémie, insuffisance rénale débutante, insuffisance rénale avancée ou aucune de ces propositions. Donc, qu'est-ce qu'on va évoquer dans ce cas-là? Ah, c'est B, il faut choisir. Il n'y a pas CB. C'est Alger, c'est choix simple. Il y a une seule réponse, c'est juste. Donc, ce n'est pas BC. Il faut choisir entre C et B. B, E, B, B, C. Bon. Les B. Alors, l'hypercalémie, généralement, on parle d'hypercalémie à partir de 5,5. À 5 millimoles, franchement, on ne va pas évoquer une hypercalémie, surtout si elle est faite sous garrot. Donc, sur le plan pratique, quand vous voyez aux urgences, un malade, il a une calémie à 5. On ne va pas quand même parler d'une hypercalémie. Donc, c'est une calémie limite. C'est à partir de 5,5 la définition de l'hypercalémie. Surtout qu'il y a des limites, on refait une calémie sans garrot. Donc, ce n'est pas une hypercalémie, glycémie bien, l'urée. Par contre, la créate à 12, chez une patiente assez jeune, 54 ans, obèse, et si on calcule la clairance, et la clairance à 49. Donc, selon en plus ça, elle a une protéinurie. Donc, selon la classification, c'est une insuffisance rénale modérée. Donc, c'est une insuffisance rénale débutante. La clairance pour une créate à 12 est 49 millilitres par minute. Ça correspond aux classes 3A des maladies rénales chroniques, à une insuffisance rénale modérée. D'autant plus que, même si tu ne peux pas calculer, la maladie a une protéinurie. Donc, il y a une atteinte rénale quelque part. Il y a une atteinte rénale, la créate meishtal a bzef, donc tu vas te dire c'est une insuffisance rénale débutante ou la avancée. La créate meishtal a bzef, moi j'aurais coché directement insuffisance rénale débutante, même si je ne peux pas calculer. Je l'ai calculé, même si je ne peux pas calculer la clairance, je coche insuffisance rénale débutante. On a une protéinurie, la créate elle est limite, au sujet jeune obèse et troche la clairance qui est basse. Est-ce que c'est clair? Moi, je ne sais pas ce que c'est clair ou là c'est pas clair. Vous m'entendez? Oui, docteur, c'est clair. Ok, donc la réponse Anaya, c'est C. Alors, sur le bilan lipidique, toujours le même dossier, on va montrer un cholestérol total à 3,2, LDL cholestérol à 2, taux de triglycérides à 2,7. Compte tenu des facteurs de risque cardiovasculaire présents dans l'énoncé, quel est votre chiffre en termes du taux de cholestérol? Cochez la réponse juste. LDL cholestérol inférieur à 1,9, LDL cholestérol inférieur à 1,6, LDL cholestérol inférieur à 1,3, LDL cholestérol inférieur à 1 ou aucune de ces propositions. Alors, quelle est la réponse juste? Voilà. Celui ou celle qui a répondu 0,55 selon les dernières recommandations, c'est une excellente réponse. Donc, selon les dernières recommandations, 0,7, c'est l'avant-dernière recommandation. On est dans le très haut risque. C'est un patient hypertendu, diabétique, avec atteinte d'organes cibles. Il y a une protéinurie et une insuffisance rénale modérée. Donc, hypertendu, diabétique, avec atteinte d'organes cibles, on est dans le très haut risque. Le très haut risque, c'est une maladie cardiovasculaire, maladie leader AVC, AIT, IDM, etc., ou bien artériopathie des membres inférieurs, maladie cardiovasculaire clinique ou à l'imagerie. Vous avez les diabétiques avec atteinte d'organes cibles, vous avez l'insuffisance rénale sévère avec clearance inférieure à 30 et vous avez le risque score, la table score supérieure à 10%. Donc, dans le très haut risque, selon les dernières recommandations, la cible c'est inférieur à 0,55. Le très haut risque, c'est 0,55. Le haut risque, c'est 0,7. Le risque modéré, c'est 1. Et le faible risque, fait dernière recommandation, même le faible risque, c'est-à-dire tout le monde, le faible risque, il n'y a aucun facteur, c'est 1,16.
Le LDL cholestérol doit être inférieur à 1,16. Donc 1,16, c'est déjà 1,3, 1,6, 1,9 complètement. Donc c'est aucune de ces propositions. Alors, selon les recommandations de l'hypertension, quel est l'objectif tensionnel à atteindre? Cochez la réponse juste. Alors, souvenez-vous, la maladie a 54 ans. 54 ans. Diabétique hypertendu. Pression artérielle inférieure à 14,5, 9. Pression artérielle inférieure à 14,8,5. Pression artérielle inférieure à 13,5, 9. Et la pression inférieure à 13,8 ou aucune de ces propositions. Alors, quelle est la réponse? Quelle est votre proposition? A, D, B, D, D. Voilà. C'est très bien. Celui ou ceux qui ont répondu D, c'est très bien. Donc la réponse, c'est D. Alors les cibles tensionnelles, c'est en fonction, selon les dernières recommandations, c'est en fonction de l'âge. Ça n'a rien à voir diabétique, rénal, etc. C'est l'âge. Un patient âgé de moins de 65 ans. La cible, c'est la pression inférieure à 130, entre 120 et 130, inférieure à 130. Un patient de plus de 65 ans, c'est inférieur à 140. Inférieur à 140 pour les plus de 65 ans et inférieur à 130 pour les moins de 65 ans. Pour la pression diastolique, quel que soit l'âge, c'est inférieur à 80. Donc la malade a 54 ans, l'objectif, c'est inférieur à 130, 80. Alors, que pourrait montrer l'analyse de la radiographie thoracique? Il y a quand même une question, on va dire, un peu plus facile. Opacité systématisée, c'est une patiente, elle est en décompensation, en OAP, etc. Opacité systématisée, une cardiomégalie avec opacité floconneuses bilatérale, une atélectasie, des lignes de Kerley, une seule réponse. Et aucune de ces propositions. Alors, la question, normalement, elle est facile. C'est-à-dire, la question, elle est très facile. Donc, vous voyez, tout le monde a répondu B. Donc, on est en OAP, c'est l'image en aile de papillon, donc des opacités floconneuses, hilaires et périhilaires, bilatérales, en aile de papillon, avec cardiomégalie. Alors, des lignes de Kerley, B, sont en faveur avec le dème interstitiel. Ou qu'un choix multiple, je coche les deux, B plus D. Choix simple, c'est OAP, on coche beaucoup plus B. Alors, une échocardiographie est réalisée, elle objective une dilatation de l'oreillette gauche, une hypertrophie ventriculaire gauche et une fraction d'éjection à 53. De quel type d'insuffisance cardiaque s'agit-il? Hypertendu, diabétique, on a dilatation de l'oreillette gauche, une hypertrophie ventriculaire gauche, HVG, FE à 53. Alors, quel type d'insuffisance cardiaque? Avec dysfonction systolique, avec fraction d'éjection modérément altérée, avec fraction d'éjection préservée, avec fraction d'éjection moyenne, ou aucune de ces propositions. Alors, la réponse, c'est... Alors, tout le monde a répondu bien. C. La réponse, c'est C. Alors, c'est la fraction d'éjection préservée. Alors, dans l'insuffisance cardiaque, on a deux types. Ou là, on a trois types. On a l'insuffisance cardiaque systolique, dysfonction systolique, à fraction d'éjection altérée. C'est FE inférieur à 40. Qui est inférieur à 40, on parle d'une insuffisance cardiaque systolique à FE basse. Supérieur à 50, on parle d'une insuffisance cardiaque diastolique ou à FE préservé. Entre 40 et 50, on parle d'une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection intermédiaire ou moyenne, D. Donc là, c'est supérieur à 50, donc c'est une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, C. Alors, je pense la dernière question sur le dossier là. Que doit comporter l'ordonnance de sortie chez cette patiente résistante à la trithérapie? Elle prend une trithérapie. Alors, qu'est-ce qu'on va donner comme ordonnance de sortie? Etc. Alors, conseil écrit sur la nécessité d'une modification du style de vie, traitement diurétique et inhibiteur calcique. Conseil écrit sur la nécessité de modification du style de vie, diurétique, thiazidique, inhibiteur de l'enzyme de conversion, inhibiteur calcique. Même chose, conseil écrit, diurétique,
ou antagoniste des récepteurs de l'angiotensine 2 plus inhibiteur calcique, c'est-à-dire la trithérapie plus les modifications du style de vie. On a trithérapie plus modification du style de vie. Conseil écrit sur la nécessité de modification du style de vie, diurétique, antagoniste des récepteurs, inhibiteur calcique plus statine. Donc on maintient une trithérapie et on rajoute une statine. Conseil écrit sur la nécessité de modification du style de vie, diurétique, antagoniste des récepteurs, inhibiteur calcique, moxonidine. Le moxonidine, c'est un antihypertenseur central, c'est le physiotenseur. Donc, on passe à une quadrithérapie plus statine. Alors, quelle est la réponse juste dans ce cas-là? Alors, la réponse juste, c'est E. Parce qu'on calcule blessée résistante à la trithérapie. Dans l'algorithme du traitement de l'HTA, on va associer IEC ou ARA2 plus inhibiteur calcique ou diurétique. Le premier plan. Si ça ne donne pas, on passe à une trithérapie. IEC ou ARA2 plus inhibiteur calcique plus diurétique. Si ça ne donne pas une trithérapie, c'est une HTA résistante. Dans ce cas-là, il faut passer à une quadrithérapie. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Les recommandations, on peut rajouter l'aldactone, petite dose. On peut rajouter des bêta-bloquants. On peut rajouter d'autres diurétiques qui met le Nasilix, furosémide, et on peut rajouter également les antihypertenseurs centraux, qui met le physiotens, qui est la moxonidine. Et il faut donner également les statines, puisque le LDL n'est pas dans la cible. Donc la réponse, c'est E. La réponse, c'est E. Alors, nous y doit être à Clemson 2019. Et je ne sais pas ce qu'on va continuer le reste. Ou là, donc, essentiel, on va faire ça. On va continuer la prochaine séance. Donc, on déroule déjà à Clemson 2019. Un homme de 50 ans consulte pour une douleur rétrosternale constrictive angoissante d'apparition récente, survenant à la marche, forçant l'arrêt et cédant rapidement. Quelle est la proposition? Elle est très simple. Quelle est la proposition diagnostique la plus appropriée? Infarctus du myocarde ambulatoire, épreuve d'effort est indispensable au diagnostic, dissection de l'aorte débutante, angine de poitrine ou dystonie neurovégétative. Alors, quelle est la réponse juste? Là, il y a dans ce cas-là. Donc, c'est B. Donc, c'est D. La réponse, je pense que tout le monde a répondu D. Donc, tout le monde a répondu D. Donc, ça, c'est une douleur rétrosternale constrictive, apparaît à la marche et elle force l'arrêt de l'effort. Dans ce cas-là, bien sûr, c'est une angine de poitrine. Peut s'observer dans l'une de ces circonstances, laquelle? L'insuffisance ventriculaire droite, le rétrécissement mitral, le rétrécissement aortique corifficiel, la péricardite, l'insuffisance ventriculaire gauche. Alors, quelle est la circonstance au cours de laquelle on observe un éclat du B1 à la pointe, c'est-à-dire au foyer mitral? Là aussi, c'est une question très facile, c'est le rétrécissement mitral. Le RM, on a la triade, claquement d'ouverture, roulement diastolique, éclat de B1. Troisième question, l'insuffisance ventriculaire gauche est causée par l'IVG, l'insuffisance ventriculaire gauche, un infarctus du myocarde antérieur étendu, une communication interauriculaire, une hypotension artérielle pulmonaire primitive, un rétrécissement aortique ou une myocardiopathie dilatée primitive. Alors, quand est-ce qu'on va donc retrouver, on va causer une insuffisance ventriculaire gauche? ADE, ABE, ADE. Donc, ABDE. ADE, ADE. Donc, c'est bien, la majorité ont répondu ADE. La réponse juste, c'est ADE. Alors, l'infarctus ventriculaire gauche, bien sûr, il va donner l'IVG. La communication interauriculaire, c'est un shunt gauche-droit. Donc, il va surcharger le cœur droit. Même l'IVG, mais beaucoup plus une insuffisance cardiaque droite. C'est un shunt gauche-droit.
parce qu'il y a une communication entre les deux oreillettes. L'oreillette gauche, la pression est plus élevée que l'oreillette droite. Donc le sang, il passe de l'oreillette gauche vers l'oreillette droite. Il va surcharger le cœur droit. Et ça va donner une insuffisance cardiaque droite, une IVD, insuffisance ventriculaire droite. Hypotension artérielle pulmonaire, non, ça n'a rien à voir. Le rétrécissement aortique, il peut donner une insuffisance ventriculaire gauche parce qu'il y a une hypertrophie. Ensuite, hypertrophie, dilatation tardivement. Et une cardiopathie dilatée, ça va donner également une insuffisance ventriculaire gauche. Une myocardiopathie dilatée primitive. Donc la réponse est A, D et E. Une autre question, une ou plusieurs propositions suivantes s'appliquent à l'infarctus du myocarde, laquelle ou lesquelles? Il est souvent dû à une embolie coronarienne, il peut provoquer une rupture cardiaque, il peut être la cause directe d'un infarctus du rein, la régénération des fibres myocardiques compense la nécrose, il est plus fréquent dans le cœur droit. Alors, quelle est la réponse juste ou quelles sont les réponses justes dans ce cas-là? B, BC, AB, BC, AB. Alors, il faut savoir que le corrigé-type le corrigé-type je ne sais pas ce que c'est le corrigé-type ou là, le corrigé-type sur la faculté ils ont mis BC. Alors, pour moi, la réponse, c'est B. La réponse, c'est B. Est-ce qu'il est souvent dû à une embolie? Non, il est souvent dû à l'athérosclérose. C'est faux. Il peut provoquer une rupture, bien sûr, avec hémopéricarde et le décès généralement du malade. Il peut être la cause d'un infarctus du rein, mais pas directement. Indirectement, il peut être la cause. Par exemple, vous avez un infarctus du myocarde, il fait un thrombus au niveau du VG, ensuite une embolie, il va emboliser, il va obstruer l'artère rénale, et ça va donner un infarctus. Ou bien vous avez un IDM, il va donner un état de choc, une ischémie et un infarctus, mais indirectement. Quand tu dis il peut être la cause directe, c'est pas direct, c'est indirectement par le biais d'un thrombus sur le VG, ou bien par le biais d'une hypotension. La régénération du fibre composte, bien sûr, c'est faux. Il est plus fréquent dans le cœur droit, bien sûr, c'est faux. Il est beaucoup plus fréquent dans le cœur gauche par rapport au cœur droit. Alors, quelles sont les indications habituelles du filtre cave inférieur? Une question également un peu pointue, filtre cave inférieur chez un homme de 70 ans ayant récemment eu une embolie pulmonaire documentée. Quand est-ce qu'on va mettre un filtre cave? Fibrillation auriculaire idiopathique associée, insuffisance respiratoire restrictive, récidive de plusieurs embolies pulmonaires, contre-indications aux anticoagulants ou le syndrome de Coquette. Alors, quels sont les... Alors, quelles sont les causes directes? Quelles sont les causes d'infarctus du rein direct? Quand tu le dis direct, par exemple, une cause directe d'infarctus, c'est quand il y a une athérosclérose qui met l'IDM. L'IDM, c'est une athérosclérose au niveau de l'artère coronaire. Elle est compliquée par une thrombose et ça va donner un IDM. Même chose pour l'infarctus rénal. L'infarctus rénal, il peut être touché par l'athérosclérose rénale. Ça peut entraîner par la suite une occlusion et un infarctus direct. Mais indirectement, à partir d'un IDM, c'est possible. Mais par le biais soit d'un thrombus qui vient, à partir d'un thrombus, il y a une embolie, ou bien le bas débit. Je n'ai pas compris la proposition D de la question 23. D, la question 23. Alors, la régénération des fibres composées. Ça veut dire que, est-ce qu'au cours d'un infarctus du myocarde, quand les cellules sont nécrosées, il y a une régénération des fibres et ça va compenser la nécrose? Non, bien sûr que c'est non. L'infarctus du myocarde, ce n'est pas une fois la cellule est morte, elle est morte. Elle n'est pas régénérée. C'est pour ça qu'on dit que le temps, c'est du muscle. C'est pour ça qu'il faut faire vite dans l'IDM. Plus on perd du temps, plus la nécrose va s'étendre. Et une fois nécrosée, il cache une récupération. Une fois la cellule est nécrosée, il n'y a pas de régénération de fibres qui va compenser le... Alors, quelles sont les indications habituelles? Quelles sont les indications habituelles? Donc, B. CD, CD, CD. Alors, c'est très bien, c'est la réponse, c'est CD. Donc, vous avez deux indications
de la mise en place d'un filtre cave dans le cas d'une embolie pulmonaire, vous avez un qui a deux indications. Un, quand il y a une contre-indication absolue, les thromboses et dans l'embolie, quand il y a une contre-indication absolue en traitement anticoagulant. Donc, vous avez une thrombose des membres inférieurs ou bien une embolie, alors que le malade, par exemple, il a une maladie hémorragique, une hémophilie, par exemple. Ça contre-indique complètement. On a une thrombopénie sévère. Il y a une contre-indication en traitement anticoagulant. Donc, dans ce cas-là, pour éviter les récidives, nous déroulons un filtre cave au niveau de la veine cave inférieure. C'est la première indication. Contre-indication absolue en traitement anticoagulant. La deuxième, c'est quand il y a des récidives malgré un traitement médical bien conduit. Ça veut dire que j'ai mis l'anticoagulant bien, et malgré cela, le malade il va récidiver, dire une nouvelle récidive d'embolie pulmonaire. Il y a un échec dans ce cas-là. C'est l'échec au traitement anticoagulant et c'est les deux seules indications. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est clair ou là, ce n'est pas clair. Alors, l'hypertension artérielle maligne peut associer tous ces éléments sauf un. Il y a des questions. L'hypertension artérielle maligne peut associer tous ces éléments sauf un, lequel. Alors, altération de la vision, troubles neurologiques, le coma, l'embolie pulmonaire et l'anurie. Alors, quel est l'élément qui n'est pas donc dans le tableau de l'HTA maligne? Alors, la réponse D, 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 D et D. Donc, c'est très bien. Donc, vous avez tous répondu D. Donc, la réponse, c'est D. Donc, l'HTA maligne, c'est quoi? C'est une hypertension beaucoup plus diastolique, augmentation des chiffres beaucoup plus de la diastolique, avec une pression diastolique qui dépasse 120 mm de mercure, avec des anomalies fleuve d'œil, donc altération de la vision, avec des anomalies neurologiques, il y a un œdème au niveau cérébral, ça peut entraîner des céphalées, une altération de la conscience, même jusqu'au coma, et généralement une atteinte de la fonction rénale et une atteinte de la fonction cardiaque. L'atteinte de la fonction cardiaque, ça peut aller jusqu'à l'anurie, et une insuffisance cardiaque. Donc ça n'a rien à voir avec l'embolie, donc c'est D. Alors le rétrécissement aortique valvulaire peut se compliquer de insuffisance ventriculaire gauche, mort subite, endocardite bactérienne, embolie calcaire ou syncope d'effort. Quels sont les signes qu'on peut trouver dans le rétrécissement aortique? Je ne sais pas, il y a une question. ABDE, ABDE, ABCDE, ABDE, ABCDE. Alors, très très bien, les gens qui ont répondu ABCDE, c'est très bien. Donc, A, l'insuffisance ventriculaire gauche, le rétrécissement aortique valvulaire serré. Donc, il y a un son quelque part. Hein. Donc, le rétrécissement aortique valvulaire serré peut entraîner une insuffisance ventriculaire gauche. Donc, il va hypertrophier le ventricule gauche. Ensuite, ça peut se dilater. Il entraîne le risque de mort subite. C'est le risque principal terreau, vu l'hypertrophie. L'endocardite infectieuse, oui. L'embolie calcaire, parce qu'il y a des calcifications au niveau de la valve. Donc, ça peut emboliser au niveau du cerveau. Ça peut emboliser même au niveau des coronaires. Ça peut entraîner un idième par embolie coronaire. Et la syncope d'effort. D'ailleurs, les trois signes les plus importants, c'est longueur d'effort, syncope d'effort et la dyspnée d'effort. C'est les trois signes les plus importants. Donc, vous avez A, B, C, D et E. Donc, voilà les signes de rétrécissement aortique. Donc, je ne sais pas ce que c'est clair. Allô? Allô? Docteur, c'est clair.
Donc, je pense que... Parce que Mazel, beaucoup de... Il y a beaucoup de questions. Monsieur, il y a une question. Sinon, on va tarder. Le syndrome de Coquette. Ah, c'est quoi le syndrome de Coquette? Alors, le syndrome de Coquette, c'est quoi? C'est la compression de l'artère par une veine. Compression de l'artère, généralement, c'est l'artère iliaque ou la de l'artère flémombre inférieure par une veine. Donc, quand il y a une thrombose et un œdème, ça comprime l'artère et ça va donner une ischémie. On va donner une ischémie. C'est le syndrome de Coquette. Je ne sais pas où il y a une question sur le syndrome de Coquette. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a une question sur ça. Le syndrome de Coquette, c'est une ischémie secondaire à la compression d'une artère par une veine, généralement flémombre inférieure. Donc, au niveau d'une veine flémombre inférieure, il y a une thrombose, ça va donner un œdème et ça va comprimer l'artère et ça va donner une ischémie. C'est ce qu'on appelle la phlébite bleue. Phlébite avec ischémie, ça va donner une phlébite bleue. Syndrome de Coquette. Le syndrome de Coquette. Alors, je ne sais pas ce que c'est clair ou ce n'est pas clair. Normalement, c'est clair. Merci, docteur. Donc, je pense qu'on s'arrête là. Donc, Mazel, il y a beaucoup de questions. Mazel, tu as 2018, 2017, 2016, etc. Mazel, des questions également isolées. Donc, je pense avec tout ça, on peut quand même faire une révision de tous les cours. Voilà. Donc, la prochaine fois, Inch'Allah, ça va être après-demain. Inch'Allah, on va continuer. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Salam alaikum. Merci infiniment. Et voilà. Et bonne nuit. Bonne nuit à tous. Salam alaikum. Salam. Salam.